ceux qui aiment les cascades, la végétation luxuriante, la mer, des parterres de fleurs exotiques, tropicaux, je ne sais quoi encore, vous voyez, qui passent un temps monstrueux finalement dans la nature plutôt qu'avec les êtres humains, posez-vous la vraie question. Pourquoi? Parce que l'être humain, sans doute, a été problématique dans leur vie. C'est sûr, ça. En plus, on dit souvent dans la nature est ressourçante, c'est-à-dire que c'est la paix. Paix au sens, il n'y a pas beaucoup de bruit déjà, hein, il n'y a pas le bruit de la ruche, le bruit de la rue, le bruit de la ville, le bruit de la pollution et des voitures qui passent, le bruit des klaxons. Non, dans la nature, vous êtes tranquille. Et il y a aussi l'aspect de la beauté. La beauté, tout simplement. La nature est belle. Alors que, bon, quand vous regardez votre chambre, quand vous regardez votre mère qui est cabossée, quand vous regardez votre père qui est alcoolisé, quand vous regardez donc votre grand-mère qui est totalement froide et impassible comme un tronc, c'est pas beau. C'est tout le contraire. C'est pas beau physiquement, c'est pas beau psychologiquement, c'est une horreur. Vous me suivez? Et les bandes dessinées, ben voilà, c'est des beaux dessins, des couleurs, c'est aussi l'imagination, c'est une histoire, c'est autre chose, c'est complètement différent quelque part. Et même s'il y a des choses qu'on peut retrouver dans l'histoire qui pourraient nous faire penser à sa propre histoire, c'est quand même une autre histoire. Talent d'horticulteur, je l'ai dit, donc le dahlia est sa fleur préférée. Rien à voir avec l'affaire du dahlia noir, pour ceux qui connaissent. Fréquente quelques balles organisées, c'est parfait, donc quand même. Alors, 14-17 ans, il identifie ses sœurs à sa mère et lui-même à son père. Ouh, intéressant ça. Il identifie ses sœurs à sa mère et lui-même à son père. Bourana. Quand on a une famille africaine, je ne dis pas forcément la tienne évidemment, qui a une mère qui fait tout ce qu'elle peut, et un père qui fait aussi tout ce qu'il peut. Mais on sent bien qu'il peut y avoir une différence de traitement entre les filles et les garçons. Socialement, culturellement. Oui. Il y a des gens, ah ça y est, ça y est. De deux choses l'une. Soit je me rebelle, parce que je trouve ça injuste en disant les femmes, ça ne devrait pas être comme ça. Et là, en général, vous ne faites pas long feu dans l'environnement culturel et familial, parce que dire ah, t'es gentil, mais si vraiment tu l'acceptes pas, c'est là-bas. Hein. C'est là-bas. Voilà. Ou alors, tu te résignes, parce que tu n'as pas le choix. Et alors, les filles continuent à être des filles de telle façon, et les garçons continuent à être des garçons de telle façon. C'est ce qu'il a fait. Il n'avait pas le choix. Oui, monsieur, c'est vrai. Souvent... Le poids culturel est donc très important, c'est ça que je voulais dire. Oui. C'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple de l'Afrique que je connais un petit peu mieux. Oui, souvent, dans ce cas, le poids culturel, les mamans ont tendance un peu à qualifier le comportement de leur garçon, c'est un comportement influencé par leur papa. À l'inverse, papa pense que le comportement de la fille serait celui influencé par la maman. C'est ça. Donc, il y a quand même un clivage. Tout à fait. Et le clivage, par définition, vous le savez déjà à partir d'aujourd'hui, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que ça ne vous rend pas cohérent dans votre identité. Unique. Vous n'êtes pas clivé, vous n'êtes pas deux personnes, vous n'êtes pas deux pôles de raisonnement, vous n'êtes pas deux façons de faire, vous êtes unique. Une personne, une empreinte digitale, si je puis dire, un ADN, un esprit, un être unique en son genre. Pourquoi voulez-vous être privé? Pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse aussi quelqu'un d'autre, qu'on vous donne un autre ADN, une autre destinée, parce que la culture ou la tradition l'imposerait aussi? Vous voyez? Tout ça, c'est capital, c'est l'identité. C'est ça qu'on recouvre l'identité. Et à ce mot-là, il y a vraiment votre exclusivité à être vous-même. Unique en votre genre. Avec tout ce que ça implique. Et c'est ça le problème, c'est que quand vous commencez à être clivé, vous ne voyez pas les choses de manière unitaire ou singulière. Voilà. C'est-à-dire que vous considérez, ah les filles sont comme maman. C'est presque du racisme après, hein. C'est comme ça que naît le racisme. Ah j'ai eu une mauvaise expérience avec un noir, un arabe,
français, avec tout ce que vous voulez, et parce que j'ai vécu, moi, une mauvaise expérience de vie avec telle personne, avec telle race, espèce d'animal, ou n'importe quoi, vous voyez, hein, même sur l'humain, ça peut être aussi un animal. Eh bien, tous les crocodiles, ils sont comme ça. Tous les hommes sont des crocodiles. Toutes les filles sont des salopes. Tout ce que vous voulez, vous voyez, d'accord? Ça devient une généralisation systématique parce que vous êtes complètement fixé dans votre problème. Eh ben non. Eh ben non. Chaque cas est différent. Chaque histoire est différente. L'homme, c'est différent de la femme. Chaque homme est différent d'un autre homme. Chaque femme est différente d'une autre femme. C'est ça la vérité. Et quand vous avez malheureusement des traditions qui vont mettre dans les rails de telle façon d'être, façon de faire, pour respecter ces traditions-là, vous êtes mal. Parce qu'effectivement, le poids de la culture, le poids de la famille, le poids du regard des autres posé sur vous dans ce pays, dans cette famille, comment voulez-vous sortir de ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Et parfois, il faut venir en France pour s'en affranchir. Ensuite, son meilleur ami, tenez-vous bien, est une jeune fille. C'est ma copine. Elle fait du dessin industriel, elle prépare un brevet technique, je la connais depuis 2 ans au lycée, je m'entends très bien avec elle, je la considère comme ma sœur, on se dit tout, elle se confie à moi, je me confie à elle. Moi j'ai une fille comme meilleure amie. J'aimerais bien qu'elle vienne me voir, mais elle ne peut pas. C'est moi qui paierai son train et il n'y aurait pas eu de rapport sexuel avec elle. Là, on entrevoit déjà une forme d'inadaptation sexuelle ou d'impuissance sexuelle ou en quelque chose, vous voyez, qui le retient à une relation, en tout cas sentimentale, normale. Une fille qu'il aime, ça ne peut être qu'une amie. Une fille qu'il aime, pas de relation sexuelle. Une fille qu'il aime, bah, il faudrait qu'elle vienne, elle ne vient pas. Alors, si elle ne vient pas, comment je peux faire des choses? Oui, des choses comme ça. Alors, c'est juste pour dire que, certainement, fille égale maman, fille égale grand-mère, fille égale problème. Donc, voilà. Ami. Ami. Mon ami. Mais ami. Ne rentre pas dans mon espace vital. C'est dangereux. Ça a toujours été dangereux dans ma vie. Oui, on comprend bien. Alors, forcément, si vous en êtes là, vous êtes bloqué par rapport à l'image de la femme, comment voulez-vous avoir une sexualité normale? Et la conséquence de quoi? C'est que votre frustration sexuelle va augmenter. Votre impuissance sexuelle dans une relation sexuelle normale va augmenter. Et donc, qu'est-ce qui va augmenter par substitution? Il n'aime pas la femme. Il a une amie uniquement comme femme, comme petite amie. Il donc ne veut pas avoir de relation sexuelle. Il met ça à distance, donc pour être, parce qu'il est de plus en plus frustré sexuellement, donc on ne peut pas avoir vraiment des vraies expériences ou expérimentations sexuelles, donc il en vient à compenser ça ou à trouver des substituts dans quoi? Mais toutes les pulsions partielles qu'on a vues ce matin, c'est-à-dire fétichisme, voyeurisme, exhibitionnisme. Il croit pas viol. Pourquoi viol? Mais viol avec objet, viol avec autre chose, vous voyez, avec des alternatives, des substituts à une relation sexuelle normale. Vous comprenez la logique? Je répète. Grand-mère nulle, froide, impassible, mère problématique, elle vient de se faire limoger, les yeux, c'est fini. La pauvre, elle devient, elle aussi, à faire du ménage tout le temps. Donc mère et grand-mère, c'est kiff-kiff. Ensuite, c'est, ah, bon, bah, dans ce cas-là, je m'en vais. Ouf, ça y est, je fais mes études, ouf, très bien. Enfin, l'image de la mère, l'image de la femme. Bon, la femme, amie. Mais bon, tout ça, c'est à distance. J'ai pas de contact, surtout pas de contact. Pas d'espace vital. En conséquence, en relation sexuelle, c'est zéro. Impuissance sexuelle. Ok? Et donc, à partir de là, bah, il faut quand même que se satisfaire. Donc c'est quoi? Masturbation, fellation, fétichisme, voyeurisme, putophilie, exhibitionnisme éventuellement, enfin, tous les alternatives dans la relation sexuelle normale. Et ça, c'est un problème, parce que ça peut déboucher sur des comportements sexuels déviants ou la recherche d'un acte majeur qui concentrerait tout ce dont il manque, tout ce qu'il a accumulé comme frustration par le passé. Pour rattraper le temps perdu, en quelque sorte, vous voyez, ça peut exploser en acte aussi sexuel majeur.
Ça va? Je vais finir avant la pause. À 16h. Maxi. 15 ans. Premier rapport sexuel avec Fabienne. Dira-t-il? Je me rappelle vaguement son visage. Oh, sans blague. C'est-à-dire que tu as eu une relation sexuelle avec quelqu'un, tu as rapproché comme une fille, tu as eu donc quand même des fréquentations, et tu ne te souviens pas de son visage? Il était masqué. Ouais, c'est ça, voilà. Il était masqué ou elle était masquée, mais il y avait un problème. Donc là, déjà, on se pose des questions, en tout cas. Ça a duré 3 ou 4 mois quand même, hein. Bon. Et on se voyait que les week-ends. Très bien, on s'entendait bien. Mais quand elle allait en boîte, elle buvait, elle faisait de la casse. Je ne me souviens pas avoir eu de relation sexuelle avec elle. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, il faut savoir. Et je crois, cependant, avoir couché avec elle. Ah bah alors, qu'est-ce que tu racontes, là? Et pour moi, les relations sexuelles, c'est sans préservatif. C'est peut-être ton fantasme, à la limite. Avec Fabienne, j'ai eu des relations avec préservatif, donc là, il est clair. On se voit encore de temps en temps, on est restés amis. C'est fou l'amitié avec les femmes. Je ne sais pas si j'étais amoureux d'elle. D'abord, une relation sexuelle. En fait, je ne me souviens plus. D'ailleurs, est-ce que j'étais amoureux? Oui, bon. Et je ne suis pas resté suffisamment longtemps avec elle pour le savoir. Très bien, ok. Voilà. Donc, on va dire ça que c'était une expérience. Enfin, une expérience très floue. Tellement floue qu'on peut même se poser la question de savoir si elle a réellement existé. 2 à 3 mois après. Donc, moi, je dirais là, c'est plutôt ce qu'ils imaginent. Voilà, là, on est plutôt dans le registre, à mon avis, du fantasme. Ce dont il aurait envie de faire. Ce qu'il aurait envie de faire. Vous voyez? Il imagine un scénario parce qu'il ne peut pas arriver à le faire. En tout cas, c'est une hypothèse sérieuse. 2 à 3 mois après 15 ans, non, après, à 15 ans, avec Karine, il a flirté avec elle pendant quelques mois, puis il a eu son premier rapport sexuel, la fréquente pendant 6 mois, il dit je l'aimais bien. Moi, je ne sais pas, hein, si j'avais une relation sexuelle avec quelqu'un, je ne dirais pas je l'aimais bien. Tu dirais quoi, Léo? Si tu avais une relation sexuelle avec quelqu'un, tu dirais quoi de cette femme? C'est pas la peine de le regarder, c'est une mauvaise référence entre nous. Hein. Mais attention là. Hein. Elle te plaisait. Oui, c'est déjà effectivement mieux, dans le sens où elle me plaît, il y a un petit côté physique, un petit côté fantasme physique, oui, derrière, qui traîne, je reconnais. Alors que bon, je l'aimais bien. Bah, quelque part, je pourrais dire de Bourana, je l'aimais bien. Mais est-ce que ça m'amène à coucher avec elle? Je crois pas. Bah oui. Donc il faut aussi que les mots aient un sens, une portée, une vraie interprétation. Et Spaceman, il est où Spaceman? Hein, l'homme de l'espace. Oui. Voilà, donc ça a une portée aussi, Spaceman. Hein? Bon, on s'est compris. Enfin, les autres ont compris. Ensuite, d'autre côté. Puis il parle d'une autre jeune fille à son lycée qu'il n'a pas voulu fréquenter et qu'il évitait parce qu'il ne supportait pas la jalousie. Pour enfin dire qu'il a flirté avec Karine pendant une semaine, hein, finalement ça n'a duré qu'une semaine, amené devant ses contradictions, il dit qu'il s'en souvient plus évidemment, que c'est trop ancien, je ne le voulais pas, finalement. Et puis les week-ends, je n'avais plus le temps de sortir, je préfère rester ami parce qu'on sort avec des amis. Après c'est la guerre, des fois il y a des filles qui prennent la tête. Ah bah oui, on comprend bien que la femme, la fille, c'est problématique, ça prend la tête depuis toujours. Depuis toujours, voilà, il déteste les filles, absolument. Et quand on a, encore une fois, une Alexia Daval qui va être complètement incinérée presque, hein, après crime, certains vous diront, oh bah oui, c'est un crime sexuel, il voulait vraiment la violer, c'était quelque chose qu'il désirait, qu'il convoitait ardemment, puis ensuite il a juste incinéré pour enlever les traces et indices. Cela est possible. Mais quand on rentre dans cette dimension-là, ça peut être le contraire. C'est-à-dire qu'il hait profondément les filles comme ça. Il hait les filles qui sont, comment dire, à qui tout réussit. C'est-à-dire les filles, vous voyez, qui sont toujours heureuses. Les filles qui sont toujours avec un pouvoir de séduction. Les filles qui sont toujours fortement bien foutues, hein, physiquement agréables. Il ne supporte pas les filles qui, quelque part, auraient une emprise sur lui, et toujours à la fin, ça se finira avec un problème, parce que lui, il ne peut pas sexuellement, elle va peut-être se moquer, elle en trouvera de toute façon un autre, donc il ne pourra pas assurer la fidélité et l'exclusivité de cette fille,
c'est ce genre de femme qu'il déteste et qui pourrait bien renvoyer de nouveau à une grand-mère, à une mère, à une belle-mère, à une sœur qui a vraiment traumatisé dans sa vie. Okay, dans ce cas-là, il ne veut plus la désirer sexuellement. À lui, c'est parfaitement secondaire cette histoire de sexe, à moins que ça devienne du pouvoir. C'est-à-dire qu'en la violant, je lui exprime ma toute-puissance et c'est pas toi qui décideras aujourd'hui. Mais en général, c'est pour la détruire. Je détruis cette fille, vraiment, qui est à l'origine de cette toute-puissance, de cette pleine joie de vivre, de cette capacité de séduction et de domination qui a toujours été celle de moi, en tout cas dans ma vie. Vous me suivez? Donc désir, destruction. Pas hein, c'est Eros, Thanatos. Pour être clair avec ce matin. Bien. Il n'a donc fait aucune rencontre, à mon avis. C'est-à-dire qu'il a pu flirter, ou espérer, ou fantasmer, mais il serait fort étonnant que ce brave jeune homme ait une relation sexuelle ou une relation même sentimentale avec quelqu'un digne de son nom. À 16 ans, il est suivi par un éducateur spécialisé qui le décrit comme très fragile, anxieux, très effacé, paraît neutre, incolore, inodore dans le brouillard. C'est ce que j'appelle un mort-vivant. Quand on a un... C'est de la peau sur squelette. C'est un homme de Néandertal sur squelette. J'ai pas encore trouvé la bonne expression, enfin en gros, l'idée est là. C'est-à-dire, il y avait une expression dans Jack l'Éventreur, c'était la mort dans un habit de misère. Voilà. Celui qui a abordé l'une des victimes, je crois que c'est la deuxième de Jack l'Éventreur, du tueur en série bien connu, a dit voilà, j'ai été témoin, oui, c'est bien la troisième, puisqu'elle va mourir la troisième parce qu'elle a été témoin de la deuxième victime, en disant c'était un homme qui pensait quitter la mort dans un habit de misère. C'est ça. Vous vous rendez compte qu'un témoin va vous dire ça? Elle n'a pas dit j'ai vu un homme qui faisait 1m75, qui, je sais pas, était plutôt brun, avec un chapeau, même si elle va le dire, avec l'apparence vestimentaire d'un jean, je sais quoi, des chaussures à haut talon, des bottes. Non, non, elle va vous dire c'était la mort dans un habit de misère. C'est vraiment caractéristique de ces gens-là. Vous avez l'impression en fait qu'ils sont déjà morts, oui. Qu'ils sont déjà mortifères, qu'ils répandent la mort autour d'eux, sont des faucheuses psychologiques déjà. Ils apparaissent comme complètement vidés. Pas d'amour, pas d'estime de soi, pas d'identité, rien. Vous les voyez arriver de loin quand même, ceux-là. Neutre, incolore, inodore, dans le brouillard. Waouh, ben, c'est pas des zombies, hein, j'ai pas dit ça. Hein. Très bien. Je note. Pour finir, on lui rappelle ses antécédents récents et devant ces informations X et désorientées car il était avoir arrêté pendant 4 ou 5 ans toute activité délinquante. Avant de voler dans une maison, il ne se souvient plus des circonstances, d'être placé devant le juge des enfants et d'avoir remboursé. Sur sa motivation, il se déclare « Mes parents étaient étonnés que je vole, bien sûr. Ils savaient que je n'avais rien. » C'est clair. Ils savaient pourquoi j'avais volé. Puisque j'ai rien. Je n'avais pas ce que je voulais quand j'étais petit. C'est tout, il vous le dit, vous le formalise de manière très limpide. En fait, selon l'éducateur spécialisé, l'activité délictueuse n'a jamais cessé. Vol à l'école primaire, dégradation de l'immobilier, vol de voiture, vol d'argent, petits délits n'ont pas nécessairement abouti à une plainte. On comprend la logique. Bon, il y a eu des internats, ce qui suit n'est pas forcément capital. Il pratique beaucoup le vélo tout-terrain dans la même logique que de la mobilette. Il effectue tout le week-end de longs trajets, on se demande bien pourquoi aussi. Natation, ski de fond, cross 2-3 fois par semaine dans la perspective de compétition, ça c'est plutôt de la compensation. Quand on est frustré, qu'on n'arrive pas à faire grand-chose, c'est une manière d'être quelqu'un aussi par le sport. Activité de loisirs en solitaire, même s'il y a plusieurs copains et copines, on a mis Laurent. Je voulais vous dire aussi que quand on est dans un sport collectif, c'est déjà un bon signe pour un jeune. Parce qu'un jeune qui ne ferait que des sports solitaires, en plus de tout ce qu'on vient de dire, bien sûr, hein, pas que un sport solitaire, mais un sport solitaire en plus de tout ce qu'on vient de dire, on comprend qu'il y a un problème. Parce qu'il n'arrive même pas à se socialiser dans le sport, il n'arrive même pas à se socialiser dans le jeu, il n'arrive même pas à se socialiser dans la fête, le festif de la compétition sportive, vous voyez. Donc il est vraiment, vraiment repli sur lui-même.
Donc il a fait des petits boulots, peu importe, il n'aurait pas vraiment été voilà, rendant service, gentil de temps en temps, méchant, capable de faire n'importe quoi. Donc, bon, il est un petit peu moins intelligent que la moyenne, hein, chez Verbal à 89, chez de performance à 117, et quotient intellectuel à 102, donc dans la moyenne, hein, mais bon voilà, c'est pas extraordinaire. Alors, très important, quelques mois avant le crime, vous notez bien, traumatisme psychique. Sa mère s'est opposée à ce que son père aille chercher une bouteille de vin à la cave, jugeant son état d'ébriété trop avancé. Son père s'en est pris alors violemment à sa mère. X s'interpose pour protéger sa mère. Et, sans rentrer dans les détails, il est dans son bon droit, ce jeune homme. Il joue le rôle d'un policier, là. Hein, il joue quelqu'un, son père ne devrait pas attaquer sa mère comme ça. C'est de la prévention. N'importe quel gendarme ou bolaro, vous voyez qu'il vous a arrêté parce que vous étiez en train de zigzaguer. Il vous arrête, il voit que vous êtes lui dites vous arrêtez tout de suite, vous enlevez ça, vous posez tout. Et là, le gendarme, il fait quoi? Il va bien sûr lui enlever la bouteille des mains et puis ensuite il va le menotter. Hein, un truc du style en tout cas, pour arrêter les conneries vraiment maintenant. Ben donc, X fait la même chose. Il protège sa mère et il arrête le problème. Comme il se doit, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, son père le plaque au sol avant de tenter d'en l'étrangler avec son coude. X a eu beaucoup de mal à retrouver sa respiration. Et là, sa respiration, qu'est-ce que vous devez immédiatement mettre en relation? Sa respiration. Non. Je reprends la question. Il dit, son père tente de l'étrangler. Avec son dos. Là, il dit, j'ai eu un gros souci de respiration. Ce problème de respiration doit être mis en relation avec quoi dans son vécu? Et ben voilà, parce qu'il en a en plus eu des séquelles d'avoir une respiration difficile, même dans la vie courante après ça. Donc, au moment où il a eu du mal à respirer, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Grand-mère, noyade, toujours la même histoire, c'est toujours cette foutue femme de... D'accord? Mon père m'a tellement frappé la tête, je ne savais plus ce que je faisais. Des fois, j'ai la tête qui tourne. C'est fou ça. Et mon père a toujours été jaloux de moi. Chaque fois que je faisais quelque chose, il fallait que je le fasse. Quand je faisais la mécanique avec lui, que je me trompais